Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Le Sanatorium au croque-mort de Bruno Schulz, notre 6e épisode sur cette œuvre, qui sera aussi le dernier épisode, les amis. Ça ne sert à rien de chercher un épisode 7 sur YouTube, il n'y en aura pas. Puisque ce soir nous lirons les 3 dernières nouvelles de ce recueil, à savoir la nouvelle Le Retraité, la nouvelle La Solitude, et la nouvelle La Dernière Fuite de mon père. Donc si vous voulez avoir le programme bien détaillé de la séance d'aujourd'hui, je vous invite en rediffusion sur YouTube, comme d'habitude, à checker soit la barre de lecture de votre vidéo, soit la description de la vidéo, et vous trouverez le chapitrage, les timecodes vous permettant de passer l'intro, de passer les pauses, ou peut-être de passer la première nouvelle pour aller directement à la deuxième, et ainsi de suite. Bref, ça peut vous servir de marque-page, comme j'aime à dire, dans votre lecture. Et sur ce, les amis, nous sommes aujourd'hui sur un live un petit peu spécial. Je suis semi-exalté, semi-stressé, comme j'aime beaucoup à le dire ces temps-ci. Après, ce soir, en vrai, je suis pas si stressé que ça, parce que voilà, les lives de lecture, j'en ai l'habitude. Mais c'est un peu une occasion spéciale, puisque c'est le dernier live de la saison. En ce qui concerne les lectures. Donc le dernier live de lecture de l'année. Désolé, je remets une couverture autour de mes pieds parce que là, hop, j'ai un peu froid. Hop. Donc oui, dernier live de lecture de l'année, les amis. On clôture donc une œuvre, on clôture une saison entière de lecture, ça fait un petit quelque chose. On a lu pas mal de choses cette année et on en a encore beaucoup devant nous pour je sais pas combien de temps, mais en tout cas pour encore quelques temps, puisque je prévois bien de revenir début janvier. Voilà, je vous répète les choses rapidement, mais vous le savez, il me reste 3 lives en comprenant celui d'aujourd'hui. Le live de ce soir qui est le dernier live de lecture. Le live de dimanche 20, donc dans 2 jours, à 20h30, où nous célébrerons l'arrivée des jeux de rôle sur la chaîne avec le premier épisode de Terre Hostile, un jeu de rôle science-fiction, j'en dis pas plus parce que j'ai vraiment pas envie de spoiler au maximum, un jeu de rôle qui aura pour joueur Mirani, Jumpy et le Jérôme légendaire que vous avez tous les 3 pu déjà voir sur ma chaîne, ou dans le chat, ou dans les commentaires, ou sur mon Discord, et ainsi de suite. Donc ouais, ça me tarde beaucoup, et à la fois, comme je le disais à l'instant, je suis très stressé. Donc il y aura ce live dimanche, et il y aura également le dernier live de l'année qui sera lundi, de la même manière, un live un petit peu spécial, et du coup, un live un petit peu expérimental, j'ai envie de dire, qui me met aussi dans tous mes états de joie et de stress, puisque lundi à 21h, 21h, et ce sera le dernier live de l'année, ça y est, le mini-concert tant annoncé en grande pompe depuis, en vrai, plusieurs années, c'est assez honteux, mais j'avais dit que je le ferais avant la fin de cette année, ça sera chose faite, je vous le promets. Et on va essayer de faire que techniquement tout se passe bien. On va essayer que, ouais, voilà, on va faire ça. On va essayer que tout se passe bien, que ce soit dimanche ou lundi. J'essaie de me rassurer moi-même, hein, vraiment je flippe de ouf, mais bon, je veux que ce soit des moments de kiff, et normalement il y a tous les ingrédients réunis pour que ça le soit. Donc j'ai vraiment très hâte, et si ça vous intéresse de suivre du jeu de rôle, vous l'avez compris, c'est dimanche 20 à 20h30. Si ça vous intéresse de la musique acoustique, guitare-chant, et surtout du pop-rock, punk-rock, pop-punk, et ainsi de suite, ça sera lundi 21 à 21h pour le dernier live de l'année sur la chaîne Planétéo. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura plus d'activités, que ce soit sur ma chaîne Twitch ou YouTube d'ailleurs, il n'y aura plus beaucoup d'activités pendant 2 grosses semaines, je pense. Histoire de passer les fêtes et histoire que je me fasse une petite pause, parce que l'air de rien ça faisait assez longtemps que j'avais pas fait de pause dans mes lives, donc voilà, ce sera l'occasion. Je fais ça, grosso modo je fais très souvent ça aux périodes de Noël et aux périodes des vacances d'été comme on dit, donc voilà, c'est vrai que c'est souvent les 2 moments où je décroche un petit peu, je prends un peu de recul des lives, avant de vous revenir en forme, et avec plein de nouvelles choses dans la hotte, n'est-ce pas? Donc du coup voilà, d'avance, d'ores et déjà, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année à tous.
Et puis, j'espère vous revoir vite, parce que l'air de rien, je sens que ça va me manquer encore plus cette année, je sais pas. Cette année, enfin voilà, forcément, ça évolue d'année en année. Et là, je sens que ça va me manquer cette année, de ne plus live, de ne plus forcément parler avec vous à la veillée du dimanche sur mon Discord et ainsi de suite. Je sens que j'avais un petit manque, mais bon, c'est pour mieux vous retrouver. Et je vous retrouverai début janvier. Je pense que je reviendrai entre le 3 et... Allez, grand maximum le 15. Je pense que grand maximum mi-janvier, j'aurai repris. J'espère reprendre avant, hein. Mais si vraiment il y a des problèmes ou des choses que je dois régler, parce que c'est aussi l'occasion que j'ai souvent pour faire peut-être des rendez-vous professionnels, administratifs et ainsi de suite, voir des gens que j'ai pas vus depuis longtemps et qu'il faut que je vois, enfin bon bref, tout un tas de choses. C'est un peu du temps consacré à ça dans mon esprit, dans mon emploi du temps. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Je pense qu'on va se lancer assez rapidement dans la lecture ce soir, les amis. Et bonsoir Dimal, bienvenue sur le live, merci d'être là, j'espère que tu vas bien et tu me dis que tu vas très bien. Alors c'est parfait, maintenant on pré-shot ce que je vais dire, c'est incroyable. Et du coup je vais plutôt bien, merci de le demander, même si, comme je le disais, je suis... En fait, il n'y a pas de sentiment négatif, hein, parce que le stress pour moi n'est pas un sentiment purement négatif. C'est plus quelque chose de l'ordre de l'intensité que du positif ou du négatif. Mais ouais, c'est globalement je vais bien. Je suis très heureux d'arriver à cette fin de saison parce que je pense quand même que j'ai besoin d'une pause. Et à la fois, je suis très heureux d'arriver à la fin de cette saison pour finir en beauté avec ces 3 derniers lives et tenter des choses et essayer de nouveaux concepts et voir ce que ça donne et espérer que ça fonctionne. Mais c'est vrai que ça, il y a son lot de stress qui va avec ça. Je vous invite à vous installer, chers amis, à prendre à boire, à manger, à vous détendre et à passer un agréable moment en ma compagnie pour cette, je pense, grosse heure et demie qu'on va passer ensemble. Santé à tous. D'ailleurs, je pense que oui, je vais pas être comme je le disais, très présent sur les réseaux, que ce soit Facebook, Twitter, Discord, YouTube ou Twitch même. Enfin voilà, je pense pas être très présent en cette fin d'année, comme je le disais, je fais vraiment une grosse coupure, une grosse pause. Malgré tout, de ci, de là, je vous donnerai des petites nouvelles, je pense. Je repartagerai, je pense, des choses qu'on a fait dans l'année, parce que je trouve ça aussi rigolo, le principe de rétrospective. On m'a demandé d'ailleurs récemment si j'allais refaire une tier list, entre guillemets, de mes lectures de l'année, comme j'avais pu le faire avec les lectures des 4-5 ans précédents cet été. Je pense réserver ce format justement dorénavant à une fois par an tous les étés. Donc voilà, ça, on a encore un peu de temps avant ça. Et puis, oui, je pense par exemple publier la nouvelle qu'on a écrite ensemble lors du dernier live, ça me rappelle une histoire, thème écriture. Je pense la publier sur mon Wattpad, et pareil, ça je vous le partagerai bien entendu. Donc voilà, je vais quasiment disparaître des radars, mais pas tout à fait quand même. Je vais donner quelques nouvelles, je vais publier quelques trucs de ci, de là. Et puis, en janvier, par exemple, pour les lectures, on devrait repartir sur du Don Quichotte de Cervantes. Donc une bonne lecture qui s'annonce, et une lecture longue, parce que c'est des gros pavés les Don Quichotte. Donc voilà, ça va être intéressant, ça me rend curieux, j'ai hâte de voir. Après, la reprise des découvertes de l'univers de League of Legends reviendront également. La reprise reviendront, ouais. Ouais. Bref, les lives de découverte de l'univers de League of Legends reviendront également, je pense. Les ça me rappelle une histoire une fois de temps en temps. Peut-être les concerts, hein, si ça a été fun, si ça a été concluant, reviendront aussi. Peut-être d'autres concepts encore, je ne sais pas, hein, tout est possible. Et puis bien sûr les lives de jeux de rôle, pour le coup, j'espère que ça va s'avérer concluant. Qu'est-ce que j'entends par s'avérer concluant? C'est juste être satisfait de ce que j'ai fait, en gros, hein, grosso modo. J'attends pas spécialement oh, j'ai envie d'avoir fait autant de vues, etc., etc. En vrai, ça, je n'en ai à peu près rien à foutre. C'est juste que je veux être satisfait de ce que j'ai produit, de ce que je vous ai proposé. Et puis, si ça m'a plu, si ça a plu aux joueurs, parce que voilà, mon but en tant que maître du jeu aussi, c'est que mes joueurs prennent du plaisir, s'amusent. Et si ce contrat-là a été rempli, j'espère du coup pouvoir faire perdurer le jeu de rôle et le faire revenir dans le futur sur la chaîne. Et puis voilà, je pense que ce sera déjà pas mal pour entamer l'année prochaine ce petit planning, ce petit agenda, n'est-ce pas? Écoutez, je pense que je vais entamer la lecture sans plus attendre.
Finissons en beauté cette merveilleuse année. Exactement, exactement. Essayons de répandre de la joie et de l'amour dans cette année cataclysmique. Cataclysmique, je l'ai bien dit, je sais pas. Bref, en tout cas, essayons de faire peser la balance dans le positif. Et je vais tout donner sur ces 3 derniers lives, je vous le jure, je vais faire de mon mieux. On va pouvoir commencer avec la lecture de la première nouvelle de ce soir, la nouvelle Le Retraité. Alors, je pense que la lecture de ce soir va s'orchestrer de cette façon. Je pense faire la lecture de la nouvelle Le Retraité dans son intégralité. Elle fait 20 pages, donc ça va être un peu long. Mais ça m'embête de la découper en 2 fois 10 pages, enfin bon bref. Donc je pense que je vais faire Le Retraité d'une traite. 20 pages. Et ensuite je vous lirai les 2 autres nouvelles ensemble, parce qu'elles ne font que 4 et 5 pages chacune. Donc voilà. Le retraité, pardon, la pause, et ensuite les 2 autres nouvelles. On va pouvoir s'y attaquer, j'ai hâte de redécouvrir la poésie, le merveilleux, mais aussi le tragique que nous propose Bruno Schulz, et justement de voir quelles tonalités vont emprunter ces dernières nouvelles. On a vraiment eu de tout sur le sanatorium au croque-mort, ouais, c'était assez particulier, mais assez sympathique. Donc j'ai hâte de voir ce que nous réservent ces 3 dernières nouvelles. Bonne écoute à toi, Dimal, pour cette lecture, et puis bonne écoute à tous ceux dans l'ombre, bien entendu, ou également tous ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à tout à l'heure pour la pause. Le retraité. Je suis un retraité, au sens littéral et total de ce terme. Un homme poussé très loin dans cette qualité. Oui, avancez sérieusement. Un retraité de haute fidélité. Il se peut même que j'ai dépassé à cet égard certaines limites définitives et admissibles. Je ne veux pas le taire, et qu'y a-t-il donc de si extraordinaire là-dedans? Pourquoi faire tout de suite de gros yeux, et me regarder avec cette estime hypocrite et cette gravité solennelle qui contiennent tant de plaisirs secrets devant le préjudice subi par notre prochain? Combien les gens manquent, au fond, du tact le plus primitif? De tels faits, il faudrait les accueillir avec un air très simple, avec une certaine distraction, la légèreté inhérente à ces affaires. Il faut passer à l'ordre du jour, nonchalamment, en chantonnant un peu dans sa barbe, comme je passe là-dessus, moi, nonchalamment, et sans me faire de soucis. C'est peut-être cela qui me rend assez peu sûr de mes jambes. Il me faut poser les pieds lentement, avec précaution, un pied devant l'autre, et faire très attention à la direction. Il est si facile de s'en écarter dans cet état. Le lecteur comprendra que je ne puis être trop explicite. La forme de mon existence dépend à un degré élevé de la perspicacité des autres, et elle exige à cet égard beaucoup de bonne volonté. J'y ferai plus d'une fois appel, j'en appellerai à ces nuances très subtiles, que l'on ne peut réclamer que par un certain clignement d'œil discret, particulièrement difficile chez moi, à cause de la rigidité d'un masque déshabitué de la mimique. D'ailleurs, je ne m'impose à personne, je ne suis pas prêt à fondre de reconnaissance devant un asile qui me serait complaisamment assigné à l'intérieur de la perspicacité de quelqu'un. Et c'est sans émotion, froidement, avec une indifférence complète, que je vous fais grâce de cette faveur. Je n'aime pas qu'avec le bienfait de la compréhension, on me présente une note de reconnaissance. Le mieux est de me traiter avec une certaine légèreté, avec un manque d'égard sain, de la bonne humeur et de la camaraderie. À cet égard, mes collègues de bureau, bonasses et simples d'esprit, mes collègues plus jeunes dans la hiérarchie, ont trouvé le ton convenable. Je passe encore parfois au bureau, par habitude, le premier de chaque mois, et je m'arrête silencieusement à la balustrade en attendant qu'on me remarque. Alors la scène suivante a lieu. À un certain moment, le chef de bureau, M. Kavalkiewicz, met sa plume de côté, cligne de l'œil vers les employés, et dit soudain en regardant à travers moi dans le vide aérien, sa main à l'oreille: « Si mon ouïe ne me trompe pas, c'est vous, monsieur le conseiller, qui êtes ici quelque part dans la pièce au milieu de nous. » Ses yeux qui fixent le vide bien au-dessus de moi sont affligés, quand il parle ainsi de strabisme, et il sourit facétieusement. « J'ai entendu une voix dans les espaces planétaires, et aussitôt je me suis dit que ce devait être notre cher monsieur le conseiller, » crie-t-il très fort, tout tendu, comme s'il s'adressait à quelqu'un de très loin. « Faites donc, monsieur, un signe quelconque. Troublez un tantinet l'air par là, à cette place où vous planez. »
Riez si vous voulez, monsieur Kavalkievitch, lui dis-je à voix basse, droit dans les yeux. Mais je suis venu toucher ma pension de retraite. Votre pension de retraite? Crie monsieur Kavalkievitch, en contemplant l'air de son regard qui louche. Vous avez dit votre pension de retraite. Vous plaisantez, cher monsieur le conseiller. Il y a longtemps que vous êtes rayé de la liste des retraités. Combien de temps encore comptez-vous donc toucher une pension, cher monsieur? C'est de cette manière-là qu'il plaisante à mon sujet. D'une manière chaude, vivifiante, humaine. Cette jovialité drue, cette façon de saisir mon bras sans cérémonie, me causent un étrange soulagement. Je sors de là-bas réconforté et plus alerte, et je me hâte de rentrer pour emporter dans mon logis un peu de cette agréable chaleur intérieure qui déjà se volatilise. Par contre, d'autres gens... Cette question insistante jamais formulée, que je lis sans cesse dans leurs yeux. Impossible de s'en défendre. Admettons qu'il en soit ainsi. Pourquoi tout de suite ces traits allongés, ces figures solennelles, ce silence qui semble reculer en quelque sorte à force de respect, cette circonspection effrayée? Pour ne pas me heurter par le moindre mot, pour taire avec délicatesse ma condition. Ah, comme je perce ce jeu! Ce n'est rien d'autre de la part des gens qu'une façon voluptueuse de se trouver à leur goût, de se délecter de la chance qu'ils ont d'être autres, de se protéger de ma condition en se signant violemment dans leur fort intérieur, mais de le masquer, hypocritement. Ils échangent des regards expressifs, et ils se taisent, et ils permettent à la chose de se ramifier dans le silence. La condition qui est la mienne, il se peut qu'elle ne soit pas tout à fait correcte. Elle doit révéler un certain manque, insignifiant mais de nature essentielle. Mon Dieu. Et puis après, ce n'est pas là une raison suffisante pour ce besoin qu'ils éprouvent, rapide et terrifié de me faire des concessions. Parfois, j'ai envie d'éclater de rire, quand je vois cette compréhension qui se fait subitement plus grave, cette approbation empressée par laquelle ils font, pour ainsi dire, place à ma condition. Comme si c'était là un argument irrésistible, suprême, un argument sans appel. Pourquoi insistent-ils tant sur ce point? Pourquoi est-ce pour eux d'une importance capitale? Et pourquoi, à le constater, ressentent-ils cette satisfaction profonde qu'ils cachent derrière le masque d'une dévotion effarouchée? Admettons que je sois, si on peut dire, un passager d'un poids léger. En effet, démesurément léger. Admettons que certaines questions me mettent dans l'embarras. Par exemple, quel âge j'ai? Quand est-ce que je fête mon anniversaire? Et ainsi de suite. Est-ce là une raison suffisante pour tourner sans cesse autour de ces questions comme si elles épuisaient le fond de l'affaire? Non pas que j'ai honte de ma condition. Nullement. Mais je ne peux pas supporter leur exagération, la portée énorme donnée à telle ou telle différence entre nous qui, en réalité, est de l'épaisseur d'un cheveu. Ils me font rire avec leur faux air théâtral, ce pathos solennel autour de mon cas, leur façon de se draper dans un costume tragique de pompe lugubre. En réalité, rien qui soit plus privé de pathos, rien de plus naturel, rien de plus banal au monde. Légèreté, indépendance, irresponsabilité et musicalité. Une extrême musicalité des membres, si je peux m'exprimer ainsi. On ne peut plus passer auprès d'un orgue de barbarie sans se mettre à danser. Non pas par gaieté, mais parce que tout nous est égal. Et la mélodie a sa propre volonté, son rythme opiniâtre. Alors, on cède. Ma petite Marguerite au trésor de mon âme. On est trop léger et trop peu réfractaire pour s'opposer. Et puis, au nom de quoi s'opposer à une proposition si engageante et si gratuite, si démunie de prétentions? Donc, je danse. Je trottine plutôt en suivant le rythme de la mélodie, au petit trot des retraités, en sautillant de temps en temps. Peu de gens d'ailleurs le remarqueraient. Chacun est occupé de soi-même dans cette course à travers le jour quotidien. Je voudrais cependant prévenir ici d'une chose le lecteur, qu'il ne se fasse pas d'opinions exagérées au sujet de ma condition. Je vous mets, moi, instamment en garde contre toute surestimation de celle-ci. Cela en plus comme en moins. Surtout, pas de romantisme. C'est une condition comme une autre, et elle porte la marque de la cohérence la plus naturelle, et aussi de la plus naturelle banalité. Tout aspect paradoxal disparaît une fois qu'on se trouve de ce côté de l'affaire. Un grand dégrisement, c'est ainsi que je pourrais appeler ma condition. Libération de toute charge, légèreté dansante. Vide, irresponsabilité, nivellement des différences, relâchement de tous les liens, molle étirement de toutes les frontières. Rien ne me tient et rien ne me garde captif. Un manque de résistance, une liberté sans limite. Une indifférence singulière, grâce à laquelle je glisse, léger, à travers toutes les dimensions de l'existence. Cela devrait plutôt être agréable. Cet état sans fond, cette citoyenneté universelle, ce manque presque de soucis, ce peu d'intérêt aux choses, cette absence de poids, je ne peux pas m'en plaindre,
Il existe une expression, ne pouvoir réchauffer nulle place. Oui, c'est cela. Depuis longtemps, je ne réchauffe plus la place sous moi. Lorsque de la fenêtre de ma chambre située très haut je contemple la ville, les toits, les murs et les cheminées dans la lumière grisâtre d'une aube d'automne, d'où ce paysage fourmillant de constructions, vu à vol d'oiseau et à peine démailloté de la nuit, lorsqu'il pointe dans sa pâleur vers les horizons jaunes, lacérés en stries lumineuses par les ciseaux noirs et ondulants des corneilles craillantes, je le sens. Voilà la vie. Les autres gens. Chacun d'eux est enfoncé en lui-même, et en quelques jours vers lesquels il s'éveille, en quelques heures qui lui appartiennent, ou seulement en quelques instants. Là, quelque part, dans la cuisine obscure, le café bout, la cuisinière est sortie, le reflet sale de la flamme danse sur le sol. Le temps, trompé par le silence, reflue pour un moment et recule, et, durant ces instants en marge, la nuit commence à croître sur la petite fourrure ondulante du chat. Sophie, au premier, bâille longtemps et s'étire, langoureuse, avant d'ouvrir la fenêtre pour faire le ménage. L'air embrumé, ayant dormi son saoul et ronflé à n'en plus pouvoir, elle pérégrine paresseusement vers la fenêtre, la franchit, rentre lentement dans la grisaille du jour, opaque et enfumée. La fille plonge ses mains avec réticence dans la pâte de la literie encore chaude et montée sous la levure du sommeil. Enfin, avec un frisson intérieur, les yeux pleins de nuit, elle secoue à la fenêtre le grand édredon plantureux, et le duvet des plumes s'envole et tombe sur la ville, de petites étoiles de duvet, le semi-paresseux des rêvasseries nocturnes. Alors je rêve de devenir un porteur de pain, un monteur du réseau électrique, ou bien l'encaisseur de la caisse de maladie, ou même seulement un ramoneur. Le matin, dès qu'il fait jour, on rentre dans quelques portes cochères faiblement entr'ouvertes, à la lumière de la petite lanterne du concierge, en portant nonchalamment 2 doigts à la casquette, avec une plaisanterie sur les lèvres, et l'on s'enfonce dans le labyrinthe, pour le quitter tard le soir quelque part à l'autre bout de la ville. Passer toute la journée d'un logis à l'autre, mener d'un bout à l'autre de la ville, une seule conversation embrouillée, infinie, distribuée aux locataires par fragments. Demander quelque chose dans un logis et recevoir la réponse dans le suivant. Jeter une plaisanterie en un lieu donné, et récolter longtemps encore, sur les lieux suivants, les fruits du rire. Se faufiler au milieu des portes qui claquent, par d'étroits couloirs, par des chambres à coucher, engorgées de meubles, renverser des pots de chambre, heurter de grinçantes voitures d'enfants dans lesquelles pleurent les petits, se baisser pour ramasser les hochets qu'ont laissé tomber les nourrissons. Séjourner longtemps, et plus qu'il n'est nécessaire, dans les cuisines et les entrées, où des servantes s'affairent. Les filles se hâtent, alertent, elles tendent de jeunes jambes, bandent un coup de pied bombé, jouent et brillent de leurs chaussures bon marché, en frappant le parquet de leurs talons. Telles sont mes rêveries dans ces heures irresponsables, ces heures en marge. Je ne les renie pas, bien que je voie leur non-sens. Tout le monde devrait connaître les limites de sa condition, et savoir ce qui lui convient. Pour nous, les retraités, l'automne est en général une saison dangereuse. Celui qui sait avec quelle difficulté on arrive dans notre condition à une certaine stabilisation, combien il est difficile, juste pour nous les retraités, d'éviter la dispersion, d'éviter de nous perdre de nos propres mains, comprendra que l'automne, avec ses bourrasques, ses commotions et confusions atmosphériques, n'est pas favorable à notre existence déjà si menacée. Il y a cependant en automne aussi d'autres jours, des jours remplis de paix et de songes, qui nous sont cléments. Il arrive parfois de tels jours sans soleil, tièdes, brumeux, et tout d'ambre sur leurs arêtes lointaines. Dans l'interstice entre les maisons s'ouvre soudain une vue en profondeur qui donne sur un lambeau de ciel descendant bas, toujours plus bas, jusqu'à cette teinte d'un jaune dernier et dénoué des horizons les plus lointains. Dans ces perspectives ouvrant sur le fond du jour, la vue se promène comme à l'intérieur des archives d'un calendrier, et comme dans une coupe, elle perçoit la stratification des jours, les registres infinis du temps qui se jettent par espaliers dans la jaune et claire éternité. Tout cela s'étage et se met en rang dans les formations fauves et perdues du ciel, quand demeurent au premier plan le jour actuel et le moment. Et c'est rare qu'on voit quelqu'un lever le regard vers les régales lointains de ce calendrier illusoire. Courbés au sol, tous ils se hâtent vers quelque part. Ils s'évitent en route, et toute la rue est couverte des tracés que forment ces marches, ces rencontres et ces évitements. Mais dans la trouée entre les maisons, d'où la vue s'envole sur toute la basse ville et sur tout ce panorama architectonique qui s'éclaircit par derrière d'une raie lumineuse s'évanouissant vers les horizons fades, il y a une interruption et une pause dans ce tumulte.
Là, sur la petite place élargie et claire, on fend et scie du bois pour l'école communale. En carrés et en cubes s'y tiennent debout des quintaux d'un bois sain, dru, fondant lentement, bûche après bûche, sous les scies et sous les haches. Ah, le bois à couper, cette matière du réel, confiante, bonne, de pleine valeur, loyale de part en part, une incarnation de l'honnêteté et de la prose de notre vie. Aussi profondément que tu fouilles les tréfonds de Samuel, tu ne trouveras rien que n'ait déjà révélé la surface, simplement et sans restriction. La surface, toujours égale dans son sourire, éclaire de cette clarté chaude et sûre que garde sa pulpe fibreuse, tissée à la ressemblance du corps humain. Dans chaque brisure fraîche d'une bûche éclatée apparaît un nouveau visage, qui cependant reste toujours le même, souriant et doré. Ô carnation étonnante du bois, chaude sans exaltation, toute saine jusqu'au fond, odorante et agréable. Une vraie activité sacramentelle, pleine de gravité et toute symbolique. On coupe du bois. Des heures entières, je pourrais me tenir ainsi dans la radieuse trouée, ouverte sur le fond d'un tardif après-midi, et contempler ces scies qui jouent mélodieusement ce travail égal des haches. Ici, il y a une tradition aussi ancienne que le genre humain. Dans cette brèche du jour, dans cette échappée du temps ouverte sur une sérénité jaune et fanée, on coupe ainsi des quintaux de hêtres depuis les temps de Noé. Les mêmes gestes patriarcaux et éternels, les mêmes élans, les mêmes postures. Ils se tiennent là jusqu'aux aisselles dans cette charpente dorée. Lentement ils entrent de leurs scies et de leurs haches, de plus en plus profondément dans les cubelés et les quintaux, dans la masse uniforme. Et à chaque coup, ils ont un reflet luisant dans les yeux, comme s'ils cherchaient quelque chose dans les tréfonds du bois, comme s'ils espéraient, en fendant, en sciant, arriver à une salamandre d'or, un petit être flamboyant et piaillant, qui chaque fois se sauve vers le fond de la moelle. Non, tout simplement ils divisent le temps en menues bûches. Ils l'administrent. Ils remplissent les caves, pour les mois d'hiver, d'un solide avenir coupé en morceaux identiques. Que seulement on réussisse à tenir bon durant cette période critique, ces quelques semaines, et commenceront déjà les petits gels matinaux et l'hiver. J'aime tant cette ouverture à l'hiver, encore sans la neige, mais prenant déjà dans l'air l'odeur de grand froid et de fumée. Je me souviens de tels après-midi de dimanche par un automne tardif. Imaginons que toute la semaine d'avant il y ait eu des pluies, la longue grisaille automnale, puis qu'enfin la terre ait été saturée d'eau, et voici qu'elle se met à sécher et à devenir mate à la surface, en exhalant un froid sain et vigoureux. Tout ce ciel de la semaine, avec sa couche de nuages en loques, se trouve ratissé comme de la boue, sur une pente de la voûte céleste où il s'étend obscur, par tas, plissé et chiffonné. Puis de l'ouest se mettent à pénétrer lentement les couleurs saines, emplies de verdeur et de soirs d'automne, et elles colorent le paysage nuageux. Et tandis que le ciel se purge lentement du côté du couchant, et qu'il sécrète une clarté transparente, viennent les servantes endimanchées, par trois, par quatre, se tenant par la main, et elles traversent la rue vide et propre d'une propreté dominicale, la rue qui sèche entre les maisonnettes colorées de la banlieue, dans cette tonalité crue d'un air s'empourprant avant le crépuscule. Elles marchent, allées, les figures arrondies par le froissin, et posent de façon élastique leurs pieds chaussés de neuves chaussures étroites. Ô aimable et touchant souvenir extrait des recoins de la mémoire. Ces derniers temps, j'ai été presque tous les jours au bureau. Il arrive que quelqu'un tombe malade et alors il me permet de travailler à sa place. Parfois quelqu'un a tout simplement à faire une course urgente en ville et se laisse remplacer dans sa besogne de bureau. Malheureusement, ce n'est pas là un travail régulier. Mais il est agréable d'avoir, ne serait-ce que pour quelques heures, sa chaise avec un coussin de cuir, ses règles, ses crayons et ses plumes. Il est agréable de se trouver basculé ou rabroué avec gentillesse par un collègue. Quelqu'un s'adresse à vous, quelqu'un vous dit un mot, vous raille, fait entendre une plaisanterie, et on refleurit pour un instant. Vous vous agrippez à quelque chose, votre existence vagabonde, votre néant s'accroche à du vivant, à du chaud. Cet autre s'en va et ne sent pas mon poids. Il ne remarque pas qu'il me porte sur lui, que je parasite un instant sur sa vie. Mais depuis qu'est venu le nouveau chef de bureau, cela aussi a pris fin. Je m'assieds souvent maintenant, s'il fait beau, sur le banc du petit square en face de l'école primaire. De la rue voisine vient le bruit de la hache, on fend du bois. Les filles, les jeunes femmes rentrent du marché. Certaines ont des sourcils graves d'un dessin régulier. En marchant, elles regardent en dessous, menaçantes. Sveltes et sombres, elles passent, des femelles d'anges avec leurs paniers pleins de légumes et de viande. Parfois, elles s'arrêtent devant des magasins et se mirent dans la vitre de l'étalage. Puis elles s'en vont, en jetant d'en haut un regard fier et critique, derrière elles, ou bien sur le bout de leurs chaussures.
À 10 heures sort le concierge sur le seuil de l'école, et sa sonnette criarde remplit la rue de son tumulte. Alors l'intérieur de l'école semble s'enfler subitement d'un violent vacarme qui menace de faire éclater le bâtiment. Semblables à des fuyards, jaillissent de la porte cochère comme d'une fronde des gosses déguenillés qui volent, en braillant par-dessus les basses marches de pierre, pour se livrer, dès qu'ils se trouvent en liberté, à des sauts d'aliénés, et se lancer dans de folles entreprises, improvisées à l'aveuglette entre deux roulements d'yeux. Parfois, dans ces courses échevelées, ils s'aventurent jusqu'à mon banc, jettent, en passant aussi vite qu'un éclair, des injures incompréhensibles. Les visages semblent sortir de leurs gonds sous l'action des violentes grimaces qu'ils m'adressent, comme un troupeau de singes affairés qui commenteraient, en les parodiant, leurs prouesses clownesques. La bande passe devant, filant gesticulant, avec un vacarme infernal. Je vois alors leurs petits nez retroussés, à peine marqués et qui ne peuvent pas retenir la morve, leurs bouches déchirées par un cri et couvertes de gerçures, leurs menus poings serrés. Il arrive qu'ils s'arrêtent auprès de moi. Chose étrange, ils me considèrent comme étant de leur âge. Ma taille s'atrophie depuis longtemps. Ma figure relâchée et molle a pris assez l'apparence d'un visage d'enfant. Je suis un peu embarrassé quand ils me touchent sans cérémonie. Lorsque pour la première fois l'un d'eux me frappa traîtreusement à la poitrine, je roulai sous le banc. Mais je ne me sentis pas offensé. Ils me tirèrent de là, béatement troublé, et tout enchanté d'un comportement aussi frais et vivifiant. Le fait de ne pas me sentir offensé, quelle que fût la violence de leur impétueux savoir-vivre, me valut leur sympathie et une popularité croissante. Depuis, j'approvisionne mes poches avec application en boutons, cailloux, bobines, bouts de caoutchouc. Cela facilite énormément l'échange de vues et consiste à un pont naturel lorsqu'il s'agit de lier des amitiés. De plus, envahi par des problèmes objectifs, ils me prêtent moins d'attention. Protégé par l'arsenal sorti de ma poche, je n'ai pas à craindre que leur curiosité et leur indiscrétion deviennent insistantes à mon égard. Finalement, j'ai décidé de réaliser une idée qui m'habitait avec opiniâtreté depuis un certain temps. C'était par une journée sans vent, douce, emplie de songes, une de ces journées d'un automne tardif, où l'année, ayant épuisé tous les coloris et toutes les nuances de la saison, semble revenir au registre printanier du calendrier. Le ciel, sans soleil, s'ordonna en stries colorées, en couches tranquilles de cobalt, de vert de gris, de céladon, cernés sur leur lisière même, d'une blancheur propre comme de l'eau. Une couleur d'avril inexprimable et oubliée depuis longtemps, je mis mes meilleurs vêtements et sortis en ville, non sans quelques trac. Je marchai vite, aisément, à travers le temps calme de la journée, et sans m'écarter une seule fois du droit chemin. À bout de souffle, je m'engageai sur les petites marches de pierre. « Allez à Jacta Est », me dis-je pour moi, en frappant à la porte du cabinet directorial. Là, je m'arrêtai en une posture modeste devant le bureau du directeur, tout comme cela convenait à mon nouveau rôle. J'étais un peu troublé. Monsieur le directeur ouvrit une boîte à couvercle vitré, en sortit un hanneton sur une épingle et l'approcha obliquement de son œil. En le tenant contre la lumière, il avait les doigts salis d'encre, des ongles coupés courts et plats. Il me regarda par-dessous ses lunettes. « Monsieur le conseiller voudrait s'inscrire en 8e, dit-il. « C'est très louable et digne d'estime. Je comprends. Vous désirez, monsieur le conseiller, reconstruire votre éducation à partir de ses bases, de ses fondements. Je le répète toujours, la grammaire et la table de multiplication, voilà les bases de l'instruction. Bien entendu, nous ne pouvons pas traiter monsieur le conseiller comme un élève relevant de la discipline scolaire, mais plutôt comme un élève extraordinaire, un vétéran de l'ABC, pour ainsi dire, qui, après une longue vie errante, navigue en quelque sorte vers le banc scolaire, qui dirige sa nef désemparée vers ce port, si je puis m'exprimer ainsi. Oui, oui, monsieur le conseiller, ils ne sont pas nombreux, ceux qui font montre d'une telle reconnaissance envers nous, d'une telle approbation de nos mérites, ceux qui, après un long temps de travail et de peine, retournent chez nous et se fixent ici pour toujours, en volontaires avis de la répétition des classes. Monsieur le conseiller jouira chez nous de droits exceptionnels. J'ai toujours dit... Excusez-moi, m'interrompis-je, mais je voudrais marquer que ces droits exceptionnels, j'y renonce entièrement. Je ne recherche pas de privilèges. Tout au contraire. Je ne voudrais en rien me distinguer des autres. Je tiens plutôt à me fondre le plus possible et à disparaître dans la masse grise de ma classe. Toute mon initiative manquerait son but si j'étais par rapport aux autres un privilégié en quoi que ce fût. Même s'il s'agit de la punition corporelle, ici je levai le doigt, et je reconnais absolument son influence salutaire et moralisatrice, je stipule avec précision que nulle exception ne doit jouer en ma faveur. C'est très louable, très pédagogique, dit monsieur le directeur en approuvant. Et, ajouta-t-il,
Après tout cela, je crois en effet que votre instruction, à la suite de son non-emploi prolongé, laisse déjà apparaître certaines lacunes. Nous concevons d'habitude à cet égard des illusions extrêmement optimistes, qu'il est facile de dissiper. Vous rappelez-vous encore, par exemple, combien font 5 fois 7 ? 5 fois 7 répétai-je troublé, et je sentais combien ce trouble, affluant dans mon cœur en une vague chaude et béate, voilait de son brouillard la clarté de mes pensées. Ébloui par ma propre ignorance comme par une révélation, émerveillé de me voir revenir réellement à l'insouciance enfantine, je commençai à bégayer et à répéter « 5 fois 7 5 fois 7... Eh bien, vous voyez, dit le directeur, il était grand temps de vous réinscrire à l'école. Ensuite, me prenant par la main, il me conduisit dans la classe où avait lieu l'enseignement. À nouveau, comme il y avait 50 ans, je me trouvais dans ce brouhaha, dans cette salle grouillante et obscurcie par le fourmillement des têtes en mouvement. Je me tenais là, tout menu, ne lâchant pas les basques de monsieur le directeur, tandis que 50 paires de jeunes yeux me contemplaient avec l'indifférente et cruelle objectivité de petits animaux qui voient un individu de même race. De plusieurs directions faisaient vers moi des grimaces, on m'opposait des mines d'une rapide et fugace hostilité, on me montrait la langue. Je ne réagissais pas à ces provocations, me souvenant de la bonne éducation que j'ai reçue dans le temps. En consultant ces visages mobiles, aux grimaces impuissantes, je me souvenais de la situation d'il y avait 50 ans. Je me tenais alors à côté de ma mère, tandis qu'elle arrangeait mon affaire avec la maîtresse. À présent, au lieu de ma mère, monsieur le directeur murmurait quelque chose à l'oreille du professeur qui balançait la tête, et me regardait attentivement. « C'est un orphelin, dit-il enfin à la classe. Il n'a ni père ni mère, ne lui faites pas trop de misère. » Des larmes me vinrent aux yeux à cette introduction, de vraies larmes d'attendrissement, et monsieur le directeur, ému lui-même, me poussa vers le premier banc. Dès lors, une nouvelle vie commença pour moi. Tout de suite, l'école m'envahit entièrement. Jamais dans mes temps anciens je n'avais été aussi absorbé par 1000 affaires, intrigues et prétentions. Je vivais en un seul grand affairement. Au-dessus de ma tête, 1000 intérêts les plus divers se croisaient. On me transmettait des signaux, des télégrammes, on m'adressait des signes de complicité et des psst, psst. On clignait de l'œil, on me rappelait de toutes les façons 1000 obligations auxquelles j'avais souscrit. Je me morfondais à attendre la fin de la leçon durant laquelle, par décence innée, je supportais avec stoïcisme toutes les attaques pour ne pas perdre un seul mot des enseignements de monsieur le professeur. Mais dès que la sonnette retentissait, une bande piaillante se ruait sur moi, on m'assaillait avec une impétuosité élémentaire me mettant presque en pièces. Ceux qui arrivaient par derrière, à travers les bancs, en faisant résonner les pupitres sous leurs pieds, sautaient au-dessus de ma tête, faisaient des culbutes par-dessus moi. Chacun me hurlait ses prétentions dans l'oreille. J'étais devenu le centre de tous les intérêts. Les plus graves transactions, les affaires les plus embrouillées et les plus scabreuses ne pouvaient se passer de ma participation. Dans la rue, je marchais entouré d'une racaille criarde qui gesticulait avec véhémence. Les chiens nous contournaient de loin, la queue relevée. Les chats sautaient sur les toits dès que nous approchions, et les gosses solitaires rencontrés en route cachaient leur tête entre leurs bras avec un fatalisme passif, s'attendant au pire. L'enseignement scolaire n'avait rien perdu pour moi de son charme de nouveauté. Par exemple, l'art de syllaber. Le professeur en appelait simplement à notre ignorance. Il savait la faire ressortir avec beaucoup d'habileté et d'astuce. Il atteignait en nous enfin à cette tabula rasa, qui est l'assise même de tout art d'enseignement. Ayant de cette manière sarclé et anéanti en nous tous les préjugés et toutes les habitudes, il commençait l'instruction par ses fondements. Avec peine et avec effort, nous faisions entendre mélodieusement des syllabes sonores, en reniflant du nez dans les intervalles et en appuyant du doigt sur le livre, une lettre après l'autre. Mon abécédaire portait les mêmes traces d'index, s'épaississant aux lettres difficiles que les abécédaires de mes camarades. Une fois, je ne me rappelle plus à la suite de quelles circonstances, monsieur le directeur entra dans notre classe, et au milieu du silence qui s'établit soudain, montra du doigt 3 d'entre nous, dont moi. Nous dûmes le suivre immédiatement à son bureau. Nous savions ce que cela promettait, et mes 2 complices se mirent d'avance à pleurer comme des veaux. Je contemplais avec indifférence leur repentir tardif, leurs figures déformées par les pleurs subis, comme si avec les premières larmes s'en allait d'elles le masque humain et apparaissait dénudée la pulpe informe de la viande en larmes. Quant à moi, j'étais calme. Je me laissais porter par le cours que prenait la chose, avec la détermination des natures morales et prises de justice. J'étais prêt à subir avec stoïcisme les conséquences de mes actes. Cette forme de caractère, qui avait l'air d'une attitude endurcie,
déplut à monsieur le directeur lorsque nous nous trouvâmes les 3 coupables devant lui. Monsieur le professeur assistait à cette scène, sa baguette à la main. J'ouvris ma ceinture avec indifférence, mais monsieur le directeur, y ayant jeté un coup d'œil, s'écria. « Quelle honte! Est-ce possible, à cet âge ?» et regarda scandalisé monsieur le professeur. « Un étrange excès de la nature !» ajouta-t-il avec une grimace d'écœurement. Puis, ayant renvoyé les gosses, il me tint un long et grave sermon, plein de dépit et de désapprobation. Mais je ne le comprenais pas. Rongeant indolemment mes doigts, je regardais avec apathie devant moi, et ensuite je dis « Monsieur le professeur, c'est Vatchek qui a craché sur le petit pain de monsieur le professeur. » J'étais devenu réellement un enfant. Pour le cours de gymnastique et de dessin, nous nous rendions à une autre école, où des salles et des appareils spéciaux étaient aménagés pour ces disciplines. Nous marchions 2 par 2, en bavardant avec acharnement, introduisant dans chaque rue où nous nous enfoncions le tumulte subit de nos sopranos emmêlés. Cette école, c'était un grand bâtiment en bois, une salle de théâtre transformée, vieux et plein d'annexes. L'intérieur de la salle de dessin ressemblait à un immense établissement de bain. Le plafond était soutenu par des piliers en bois. Sous le plafond courait en rond une galerie que nous prenions immédiatement d'assaut, en commençant par son escalier qui bourdonnait et résonnait sous nos pieds comme un orage. De nombreux lieux latéraux se prêtaient, de manière excellente, à un jeu de cache-cache. Le professeur de dessin ne venait jamais, nous nous ébattions sans mesure. De temps en temps, le directeur de l'école fonçait dans la salle, mettait au coin les plus grands chahuteurs, tordait les oreilles à quelques autres parmi les plus sauvages, mais à peine s'était-il retourné pour regagner la porte, que grandissait de nouveau derrière son dos le charivari. Nous n'entendions pas la sonnette qui annonçait la fin de la classe. Dehors, il faisait un après-midi d'automne, court et coloré. Quelques mères venaient chercher leurs garçons et les emmenaient en grognant et en frappant. Mais pour les autres, privés d'une assistance familiale aussi tendre, le vrai jeu ne faisait que commencer. C'est tard dans le crépuscule que le concierge, en fermant l'école, nous chassait de là et nous renvoyait à la maison. Le matin, à l'heure où nous nous rendions à l'école, régnait encore une épaisse obscurité. La ville demeurait plongée dans son sommeil de sourd. Nous avancions à tâtons, les mains tendues devant nous, bruissant des pieds dans les feuilles sèches qui, par grands tas, encombraient les rues. En marchant, nous nous tenions contre les murs des maisons pour ne pas nous égarer. Soudain, dans quelques niches, nous palpions la figure d'un gosse venant de la direction opposée. Combien il en résultait de rires, de devinettes, de surprises. Certains portaient sur eux de petites bougies de suif. Ils les allumaient et la ville apparaissait parsemée de pérégrinations de ces lumignons qui glissaient à un niveau proche de la terre en un zigzag tremblotant et qui se rencontraient et s'arrêtaient pour éclairer ici un arbre, là un rond de terre, ou encore un amas de feuilles mortes où les tout-petits cherchent des marrons. Mais déjà dans certaines maisons s'allument les premières lampes à l'étage. Une lumière trouble, accrue de façon gigantesque, jaillit à travers les carreaux dans la nuit urbaine, se couche, en formant de grandes figures sur la place devant la maison, sur l'hôtel de ville, sur les façades aveugles des bâtiments. Et si quelqu'un, une lampe à la main, va d'une pièce à une autre, ces immenses rectangles de lumière au dehors, tels les pages d'un livre énorme, tournent. Et le carrefour semble se promener avec ses pierres et changer l'emplacement des ombres et des maisons, comme s'il faisait des réussites avec un immense jeu de cartes. Enfin nous atteignions l'école. Les lumignons s'éteignaient, l'obscurité nous envahissait, nous tâtonnions vers les bancs pour rejoindre nos places. Puis venait l'instituteur. Il faisait rentrer un bout de bougie de suif dans une bouteille. Une interrogation ennuyeuse commençait, portant sur le vocabulaire et les déclinaisons. Comme la lumière manquait, l'enseignement demeurait verbal et de mémoire. Tandis que l'un de nous récitait d'une voix monotone, nous autres nous regardions, en clignant des yeux, les flèches dorées et les zigzags embrouillés qui jaillissaient de la bougie et s'enchevêtraient en bruissant comme de la paille entre nos cils à demi clos. Monsieur le professeur versait de l'encre dans les encriers, bâillait, contemplait la nuit noire par la basse fenêtre. Sous les bancs régnait une ombre profonde. Nous y plongions en pouffant de rire, nous y avancions à 4 pattes, nous flairant l'un l'autre comme des animaux. Nous accomplissions dans le noir, et à voix basse, nos transactions habituelles. Jamais je n'oublierai ces heures bienheureuses d'avant le matin, à l'école, tandis que derrière les vitres se préparait lentement l'aube. Vint enfin l'époque des vents d'automne. Ce jour-là, le matin déjà, le ciel se fit jaune et tardif, modelé par les lignes grises et troubles des paysages imaginaires, des déserts grands et nuageux qui se retiraient derrière de petites coulisses faites de collines et de plis qui diminuaient dans la perspective. Ils s'épanouissaient et s'amenuisaient ensuite loin vers l'est, où s'interrompaient soudain,
comme la frange ondulante d'un rideau de théâtre qui s'envole, et laissait voir le plan suivant. Un ciel plus profond, une brèche d'une blancheur effrayée. La lumière pâle et épouvantée du lointain le plus lointain. Une lumière incolore, d'une clarté diluée. C'est sur cette lumière, comme sur une stupeur, que se terminait et se fermait l'horizon. Et, comme sur des gravures de Rembrandt, on voyait par de tels jours, sous la strie lumineuse, des contrées lointaines d'une expressivité microscopique qui, jamais vues auparavant, se levaient maintenant de derrière l'horizon sous cette fente claire du ciel, inondée d'une lumière blême, violente et panique, comme si elle surgissait d'une autre époque et d'un autre temps, ou encore, elle devenait pareille à cette terre promise qui apparaît pour un instant au peuple languissant. Dans ce paysage en miniature, et tout illuminé, on voyait, avec une acuité singulière, avancer sur une voie ferrée sinueuse, à peine visible à force d'éloignement, un train qui s'enflait de son ruban de fumée d'un blanc argenté, puis s'évanouissait dans le néant clair. Ensuite le vent se leva. Il sembla s'échapper de cette fente brillante du ciel, tourbillonna et se répandit dans la ville. Il était tout entier fait de mollesse et de douceur, mais dans une mégalomanie étrange il jouait le brutal, le violent. Il pétrissait, renversait et torturait l'air qui en mourait de béatitude. Tout à coup il se raidissait dans l'espace, il se cabrait, il s'étalait comme les voiles d'un navire, comme d'immenses draps tendus et claquant tel un fouet. Il s'entortillait en des nœuds durs, frémissant de tension, avec une mine sévère, comme s'il voulait presser tout l'air contre le vide. Mais ensuite, il tirait sur le bout, traître, il desserrait ce faux nœud coulant, et déjà une lieue plus loin, il lançait dans un sifflement son lasso, sa boucle étrangleuse, qui ne capturait rien. À quelle folie ne se livrait pas avec la fumée des cheminées ? À quelle folie ne se livrait-il pas avec la fumée des cheminées ? La pauvre fumée ne savait plus comment éviter ses réprimandes, comment baisser la tête, à droite ou à gauche, devant ses coups. C'est ainsi qu'il faisait la loi dans la ville, comme s'il voulait ce jour-là, une fois pour toutes, forger un exemple mémorable de son arbitraire illimité. Depuis le matin, j'avais le pressentiment d'un malheur. Avec beaucoup de difficulté, je traversais la bourrasque. Au coin des rues, au croisement des courants d'air, les camarades me tenaient par les basques. Ainsi j'avançai à travers la ville, et tout alla bien. Ensuite, nous sommes allés au cours de gymnastique, à l'autre école. En route, nous nous sommes achetés des croquignoles. Le long serpent des élèves, avançant deux par deux en jacassant abondamment, pénétrait à l'intérieur par la porte cochère. Un instant de plus et j'étais sauvé, en sécurité, tranquille jusqu'au soir. Je pouvais même en cas de nécessité passer la nuit dans la salle de gymnastique. Mes camarades fidèles m'auraient tenu compagnie la nuit durant. Le malheur voulut que Vichek eût reçu une nouvelle toupie ce jour-là, et il la fit marcher avec beaucoup d'entrain devant le seuil de l'école. La toupie ronronnait, il y eut un embouteillage près de l'entrée. On me poussa hors de la porte cochère et aussitôt, je fus saisi par le tourbillon. « Chers camarades, au secours !» appelai-je, déjà suspendu en l'air. Je vis encore leurs mains levées, leurs bouches ouvertes qui criaient, et, un moment après, je faisais une culbute frétillante et je m'envolais, dessinant une ligne superbe ascendante. Déjà, je planais très au-dessus des toits. Volant ainsi hors d'haleine, je voyais par les yeux de mon imagination mes camarades levant la main à la... Volant ainsi hors d'haleine, je voyais par les yeux de mon imagination mes camarades levant la main en classe, agitant violemment les doigts et criant à l'instituteur « Monsieur le professeur, cela a emporté Simchio !» Monsieur le professeur regarda à travers ses lunettes. Il s'approcha calmement de la fenêtre. Protégeant ses yeux de la main, il contemplait attentivement l'horizon. Mais il ne put me voir. Son visage, sous le reflet d'un ciel fauve, se fit tout parcheminer. « Il faut le rayer du registre », dit-il la mine amère, et il alla vers sa table. Mais moi je me sentais porté et entraîné, plus haut et toujours plus haut, vers les espaces jaunes, inexplorés, automnaux. Et c'est la fin de la nouvelle Le Retraité, traduite par Suzanne Arlette, ou Harley, désolé si je le dis mal. Ça sera donc également la fin de la première partie de lecture de ce soir. Nous marquons une courte pause, les amis. Et du coup, bonsoir Zikael, si tu es toujours parmi nous.
Et merci pour ton énième mois d'abonnement. C'est incroyable. C'est incroyable en vrai. Là, je viens de voir que ça faisait 16 mois et je n'en reviens pas, quoi. C'est hallucinant. Ça me fait plaisir ça me fait plaisir d'avoir de tes nouvelles, Zikael, en plus, ces temps-ci, justement. Il y a pas longtemps, je m'étais fait la réflexion. Il y a pas longtemps, je m'étais dit, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas vu Zikael. Et ouais, bah, ça me fait plaisir que tu ailles bien. J'espère que tu vas bien. Ouais, ça a l'air d'aller. Nice. Et ça fait plaisir et encore merci pour ton resub, ça fait très plaisir. Et du coup, Dimal, pourquoi tu as écrit 35 dans le chat? La sortie de l'extension de WoW me prend du temps. Ah, tu fais partie des gens qui se sont fait aspirer par World of Warcraft. Ok, je comprends mieux. Je comprends mieux, je comprends mieux. Du coup, les amis, pour le moment, la lecture de ce soir, je vais pas vous mentir, c'est un peu lourd, je trouve. Enfin, en fait, c'est particulier. Il y a plein de choses que j'ai bien aimées, mais que la nouvelle dure 20 pages pour dire pas non plus grand chose, entre guillemets. Ouais, je trouve que ça aurait pu être plus court et dire à peu près la même chose. Parce qu'il demandait combien font 7 x 5. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Ça aspire ma vie depuis des années. Et du coup, bonsoir les couteaux portes, bienvenue également sur le live. Comment vous allez tous ceux qui arrivent? C'était bien, j'ai trouvé. Ah, ça t'a plu, Zikael, le texte? En vrai, je le trouve cool, je trouve bien écrit, encore une fois, parce que voilà, Schultz écrit bien, clairement, il a un bon style, etc., etc. C'est juste que des nouvelles de ce recueil, ce n'est pas la nouvelle qui m'a le plus happé, qui m'a le plus amené dans son univers. Une chose que j'ai trouvé intéressante, voilà, c'était... En fait, même la chose, si je peux dire, que j'ai trouvé intéressante parmi toutes dans cette nouvelle, c'est le tout début et la toute fin. Parce que, encore une fois, il y a des harangues au lecteur, et ça, j'aime beaucoup ça en général. Et là, ce que j'aimais aussi, c'était du coup le fait d'avoir l'impression que le narrateur changeait pour une fois. C'est-à-dire que pendant tout le recueil de nouvelles, on aurait pu se dire que chaque nouvelle était narrée par le même narrateur interne. Et là, on avait l'impression que c'était un autre narrateur, puisque bah déjà, il se disait retraité, donc il se disait vieux, etc. Alors que jusqu'à présent, j'ai pas eu l'impression spécialement d'un narrateur vieux, voire plutôt d'un narrateur très jeune, voire enfant parfois. Donc, est-ce que c'est le même narrateur mais à un âge différent? Est-ce que c'est un narrateur différent, etc., etc. Là, on nous donne même carrément le nom du narrateur, sauf que vu qu'on l'a jamais eu auparavant, on peut pas savoir si c'est le même. Donc, SZYMCIO. Zimkyo, je sais pas comment on prononce malheureusement, je suis pas très très fort en langue polonaise, etc. Mais ouais, ça j'ai bien aimé cette particularité là d'avoir un narrateur qui change et, et d'avoir une ambiguïté constante, mais de toute manière c'est comme ça que Schultz écrit, hein, d'avoir une ambiguïté constante sur ce qui est vraiment en train de se passer, hein, d'avoir un énorme flou artistique je trouve, et là ça a été très très présent au tout début de la nouvelle où pour moi, j'avais l'impression que presque, enfin, on aurait pu lire la chose comme c'est un retraité et il est âgé et il rend visite à ses camarades enfin, à ses anciens collègues, etc. Mais je trouve aussi que dans la manière dont c'était décrit, on aurait pu croire qu'il était mort et que c'était un fantôme qui venait les hanter, entre guillemets, à peu près. Donc du coup, il y a quelque chose, par ce flou, par cette ambiguïté, il y a quelque chose de poétique qui se crée. Et sur la toute fin, avec la tempête automnale qui l'emporte dans son tourbillon de vent, bah pareil, comme au début de la nouvelle où il nous parlait de son état et de sa situation, d'une extrême légèreté, qui pouvait déjà laisser entendre que ça serait une sorte d'esprit ou un truc comme ça, en tout cas moi je l'ai vu comme ça, et bah là voilà, de la même manière, à la fin on peut se dire, est-ce qu'il était, sur les verges, voilà, est-ce qu'il était sur le on the verge, comment dire, est-ce qu'il était sur les rives de la mort? Est-ce qu'il était, parce que sur les verges, ça veut pas dire trop la même chose, est-ce qu'il était sur les rives, sur les frontières entre mort, vivant, esprit, etc. Et est-ce que là, c'était pas son dernier souffle, entre guillemets? Est-ce qu'il allait pas se faire emporter tout simplement? Enfin, en tout cas, voilà. Encore une fois, ce n'est que ma lecture de l'œuvre, et peut-être que je me fourvoie complètement. Je pense pas qu'il y ait de bonnes versions de toute manière.
Je pense qu'il appartient à chaque lecteur de se faire l'avis d'une œuvre. Euh, Ouais, moi j'ai eu l'impression de déceler quelque chose de cet ordre-là. J'ai eu l'impression de déceler un autre narrateur, peut-être le même à un âge différent, qui semble être déjà mort, ou presque déjà mort, qui peut-être revient à la vie. D'ailleurs, il emploie ces termes-là, hein, donc c'est pour ça aussi que je dis ça, mais peut-être qu'il est revenu à la vie par le fait de se plonger dans ses souvenirs quelque part, en retournant sur les bancs de l'école, en redevenant un enfant comme il le disait, etc. etc. Et qu'après, voilà, c'était son dernier barreau d'honneur, entre guillemets. Mais ouais, moi j'ai senti quelque chose de cet ordre-là, et j'ai trouvé ça bien agréable, bien sympathique. On a retrouvé encore plein de thèmes qu'on a vus dans la bibliographie, j'ai envie de dire, classique de Schulz. Encore une fois, de longues et belles descriptions de paysages, de... En fait, c'est vraiment... Il fait très souvent ça, dans ce recueil du moins, de descriptions d'ambiance, presque de qualité d'air, de température, de couleur, de tout ce genre de choses liées aux saisons, aux périodes de la journée, etc. etc. C'est quelque chose sur laquelle Schulz travaille beaucoup. Donc voilà, je dirais qu'on a retrouvé des thèmes classiques de l'écriture de Schulz. Et donc voilà, ça fait son office. C'est je trouve, qualitatif et sympathique. Mais à titre personnel, c'est pas la nouvelle que j'ai préférée. Tout simplement parce que je trouve que c'était un chouïa longué. Je trouvais qu'en 20 pages, ça commençait à devenir un peu lourd. D'ailleurs, ça me fait penser à une chose à laquelle je me suis... Enfin, comment dire, il y a une chose... Oula, j'arrive plus à m'exprimer, c'est terrible. AVC en direct. Mince. Il y a une chose... Putain, je sais pas comment tourner cette phrase, c'est terrible. Bref, tout simplement, je me suis fait une réflexion en lisant. Voilà, ce sera beaucoup plus simple de le dire comme ça. Il y a un moment dans ma lecture où je me suis dit, tiens, c'est pas facile à lire. Je trouvais ça moins facile à lire à l'oral, et j'avais l'impression peut-être d'avoir un ton un peu plus monotone par rapport à d'autres lectures. Et du coup, ça m'embêtait. J'avais peur que mon ton, que ma manière de rythmer les phrases finisse par vous ennuyer parce que peut-être un peu répétitive ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est un peu dû justement à cette longueur de la nouvelle qui s'étire sur un sujet relativement court, entre guillemets, et qui, encore une fois, ne mène pas forcément quelque part. Après, c'est aussi ce qui participe de l'ambiance merveilleuse du quotidien. Voilà, vous vous rappelez, je dis toujours qu'il y a un mélange entre le merveilleux et le quotidien chez Schulz. Donc ouais, ça participe de cette ambiance-là aussi, du merveilleux du quotidien et du flou artistique de Schulz. De ne pas avoir une histoire qui va d'un point A à un point Z avec les péripéties entre deux, etc. etc. C'est vrai que là on est plus en train de vivoter, de voguer comme ça dans une espèce de flou artistique, une espèce de stase comme ça. C'est agréable et c'est cool, mais c'est vrai que sur cette nouvelle en particulier, j'ai moins été attiré personnellement, j'ai moins été conquis que sur certaines autres nouvelles passées. C'est libre d'interprétation, c'est ça qui est cool. Exactement, Zikel, je partage totalement ton avis. Très bien. Il ne nous reste plus que 2 nouvelles. Une nouvelle qui dure 3 pages et une nouvelle qui dure 7 pages. Donc, je vais lire la première nouvelle, je vais boire un coup juste histoire de faire une pause claire et que je puisse mettre facilement les timecodes à l'ardif. Et j'enchaîne avec la deuxième nouvelle, qui sera donc la dernière de ce soir, les amis. Pour ces 2 nouvelles, je vous souhaite encore une bonne écoute à tous. Bonne écoute Zikael, bonne écoute l'écoute aux portes, bonne écoute Dimal. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. On est parti pour le round final. On est parti pour la dernière lecture de l'année. En vrai, je suis émotion. On est parti. La solitude. Depuis que je peux sortir en ville, j'éprouve un grand soulagement. Mais pendant combien de temps n'ai-je pas quitté ma chambre? J'ai vécu des mois et des années amères. Je ne sais pas l'expliquer, mais cette pièce est mon ancienne chambre d'enfant, la dernière du côté du balcon.
Déjà à l'époque, on n'y allait que rarement. On l'oubliait comme si elle ne faisait pas partie de l'appartement. Je ne me rappelle plus pourquoi j'y suis entré. Il me semble que la nuit était claire comme de l'eau blanche, une nuit sans lune. Dans la lueur grise, je distinguais tous les objets. Le lit était défait comme si quelqu'un venait de le quitter. Je tendis l'oreille dans le silence pour percevoir une respiration. Qui aurait pu respirer en ce lieu? Depuis lors j'habite ici. Depuis des années j'y reste et je m'ennuie. Ah, si j'avais pensé à temps à faire des provisions. Vous qui le pouvez encore, qui possédez encore votre temps propre, faites des provisions, amassez la bonne graine douce et nourrissante, car viendra le grand hiver, et la terre du pays d'Égypte ne produira pas de récolte. Hélas, je n'avais pas été l'écureuil prévoyant, mais la souris étourdie, vivant au jour le jour, sans souci du lendemain, confiant dans mon instinct d'affamé. Comme elle, je me disais, que peut la faim contre moi? À la limite, je rongerais le bois ou déchiqueterais le papier en toutes petites miettes. Souris d'église, le plus indigent des animaux, placé tout au bout du livre de la création, je sais vivre de rien. Et me voilà vivant de rien dans cette chambre morte. Je colle mon oreille contre le bois. J'entendrai peut-être remuer un verre. Silence de tombeau. Moi seul bouge ici. Souris immortelle, survivant solitaire, je parcours sans fin la table, l'étagère, les chaises. Je glisse, semblable à la tante Thecla, en longue robe grise, petite, agile et rapide, traînant derrière moi une queue qui frôle les planches. À présent, je reste accroupi sur la table, immobile, comme empaillé. Mes yeux de bouton me sortent de la tête et brillent. Seul le bout du museau remue imperceptiblement, mastiquant à petits coups, par habitude. Il s'agit bien entendu d'une métaphore. Je suis un retraité, non une souris. Une des particularités de mon existence est que je me nourris de métaphores, que je me laisse très facilement entraîner par la première métaphore venue. M'étant ainsi trop avancé, je dois me rappeler en arrière, reprendre lentement, difficilement mes esprits. Parfois je me vois dans la glace. Spectacle bizarre, ridicule et douloureux. J'ai honte de l'avouer. Je ne me vois jamais face à face. Un peu au fond, un peu plus loin, je suis là, un peu à l'écart, pensif, le regard en biais. Je me tiens immobile, je regarde de côté, un peu derrière mon dos. Nos yeux ont cessé de se rencontrer. Si je bouge, il bouge aussi, mais en me tournant le dos à moitié, comme s'il ignorait ma présence, comme s'il avait déjà franchi plusieurs miroirs et ne pouvait plus revenir. J'ai le cœur qui se serre en le voyant ainsi, étranger et indifférent. « C'est toi, voudrais-je crier. Toi qui as été mon reflet fidèle, tu m'as accompagné pendant tant d'années, et maintenant tu ne me reconnais pas? Étranger, le regard fuyant, tu te tiens là-bas. L'air d'écouter quelque chose qui doit venir du fond, l'air d'attendre une parole, mais qui viendrait de là-bas, de ce fond en verre, obéissant à quelqu'un d'autre, attendant des ordres d'ailleurs. Je me suis assis devant la table et je feuillette de vieilles notes de cours d'université, mon unique lecture. Je regarde le rideau d'étain, brûlé par le soleil, je vois se gonfler légèrement sous le souffle froid venant de la fenêtre. Je pourrais faire de la gymnastique sur cette corniche. Il est facile de faire des culbutes dans cet air stérile, tant de fois respiré déjà. Presque avec nonchalance, on exécute un salto mortal, froidement, sans y participer intérieurement comme une spéculation intellectuelle. Debout sur la poutre horizontale, on a l'impression qu'à cette hauteur il fait un peu moins froid, on a l'illusion d'une aura plus douce. Depuis mon enfance, j'aime regarder ainsi ma chambre, dans une perspective d'oiseau. Je suis assis et j'écoute le silence. La chambre est simplement blanchie à la chaux. Par-ci par-là, une fissure, patte de mouche, éclate sur le plafond. Parfois, un pétale de crépi glisse avec un frôlement léger. Dois-je avouer que ma chambre est murée? Comment cela? Murée? De quelle façon pourrais-je en sortir? Ah, voilà. Une volonté réelle ne connaît pas d'obstacle. Rien ne résiste à un désir intense. Il faut simplement que j'imagine une porte. Une bonne vieille porte, comme celle de la cuisine de mon enfance, avec une poignée de fer et un verrou. Il n'y a pas de chambre murée qui ne s'ouvre avec une telle porte, pourvu qu'on ait la force de l'imaginer. Traduction de Thérèse Douchy pour cette nouvelle. Bonsoir Nuitzer, bienvenue sur le live. J'enchaîne directement avec la toute dernière nouvelle du soir. Et de l'année, je le rappelle.
La dernière fuite de mon père. Cela se passait à l'époque de la dissolution, de la liquidation définitive de nos affaires. L'enseigne au-dessus de la porte de notre boutique avait été enlevée depuis longtemps. Derrière le rideau de fer à moitié baissé, ma mère faisait le commerce clandestin des restes. Adèle était partie aux Amériques. On racontait que son navire avait fait naufrage et que tous les passagers avaient péri. Nous n'avons jamais vérifié ce bruit. La jeune fille disparut sans laisser de traces, nous n'en avons jamais plus entendu parler. Une nouvelle ère avait commencé, vide, réaliste et sans joie, blanche comme une feuille de papier. La nouvelle servante, Eugénie, pâle et désossée, traînait mollement dans la maison. Lorsqu'on lui caressait le dos, elle se tordait et s'étirait comme un serpent, avec des ronrons de chatte. Son teint était d'un blanc trouble, même l'envers des paupières de ses yeux d'émail n'était pas rose. Il lui arrivait par distraction de préparer la sauce avec de vieilles factures et des livres de comptes. Cela avait un goût écœurant. En ce temps-là, mon père était déjà définitivement mort. Il avait été mort plusieurs fois, mais jamais sans reste, toujours avec certaines réserves qui nous obligeaient à réviser le fait même de son décès. Cela avait de bons côtés. En découpant sa mort en tranches, en traites, mon père nous habituait à l'idée de son départ. Nous étions devenus indifférents à ses retours de plus en plus réduits, de plus en plus pitoyables. Le visage de l'absent s'était dispersé dans la chambre où il avait vécu. Il s'était ramifié, formant en divers points d'étranges nœuds de ressemblance, prodigieusement expressifs. Par endroits, les papiers peints des murs imitaient son tic. Il tremblait. Les arabesques composaient l'anatomie douloureuse de son rire divisé en membres symétriques, comme une forme pétrifiée de troglodyte. Pendant quelque temps, nous avions contourné à distance sa pelisse de putois. Elle respirait. La panique convulsive des petits animaux agrippés les uns aux autres, cousus ensemble, la traversait et disparaissait dans les plis. En approchant l'oreille, on pouvait entendre le ronronnement mélodieux de leur sommeil. Sous cette forme de peau bien tannée, avec cette légère odeur de putois, de meurtre et de rut nocturne, il aurait pu durer des années. Mais là non plus, il n'avait pas tenu longtemps. Un jour, ma mère rentra à la maison l'air consterné. « Regarde, Joseph, dit-elle. Quelle coïncidence. Je l'ai attrapé dans l'escalier. Il sautait sur les marches. » Et elle souleva le mouchoir qui recouvrait quelque chose qu'elle avait mis au fond d'une assiette. Je le reconnus tout de suite. La ressemblance était frappante, bien qu'il fût une écrevisse ou un grand scorpion. Nous nous regardâmes profondément étonnés devant l'évidence de cette similitude qui s'imposait irrésistiblement malgré une telle métamorphose. « Est-ce qu'il vit ?» demandai-je. « Bien sûr, j'ai du mal à le retenir, dit ma mère. Veux-tu que je le relâche sur le parquet ?» Elle posa l'assiette par terre et, penchés au-dessus de lui, nous l'examinâmes plus en détail. Enfoncé entre les arcs de ses innombrables pattes, il les remuait imperceptiblement. Ses pinces et ses antennes relevées semblaient guetter. Je penchai l'assiette, et Père descendit sur le plancher avec précaution, un peu hésitant, mais à peine eut-il touché le sol qu'il s'élança brusquement à toutes jambes avec un bruit de selet. Je lui barrai le chemin. Il s'arrêta, toucha l'obstacle de ses antennes frémissantes, puis releva ses pinces et courut vers la gauche. Nous le laissâmes avancer dans la direction choisie. De ce côté, aucun meuble ne pouvait lui servir de refuge. Courant ainsi par soubresauts et torsions, il atteignit le mur, et avant que nous ayons pu réagir, il le gravit, sans un temps d'arrêt et sans effort. Secoué d'un frisson de dégoût instinctif, je suivais son ascension fracassante le long du papier peint. Arrivé à un petit placard de cuisine, il se pencha un instant par-dessus bord, examinant avec ses pinces le terrain à l'intérieur, puis il y entra tout entier. On aurait dit qu'il faisait à nouveau avec l'essence d'un crabe connaissance avec l'appartement. Il distinguait les objets peut-être à l'aide de l'odorat, car, malgré un examen détaillé, je n'avais pu déceler chez lui le moindre organe de la vue. Il semblait réfléchir un peu devant les objets qu'il rencontrait sur son chemin. Il s'arrêtait pour les toucher légèrement de ses antennes. Il les embrassait même, les palpait avec ses pinces, et c'est seulement au bout d'un moment qu'il s'en séparait pour continuer sa course, traînant son abdomen légèrement recourbé au-dessus du sol. Il se comportait de la même manière devant les morceaux de viande que nous lui jetions dans l'espoir qu'il les mangerait. Il les tâtait et passait son chemin sans deviner en eux des aliments. Voyant ces patientes opérations de reconnaissance, on aurait pensé que, infatigable et obstiné, il cherchait quelque chose. De temps à autre, il se précipitait dans le coin de la cuisine, où se trouvait un tonneau à eau qui fuyait, et ayant atteint la flaque, il semblait y boire. Parfois il disparaissait des journées entières.
Il donnait l'impression de se passer fort bien de nourriture, sans que sa vitalité en souffrît. Avec un mélange de honte et de répulsion, nous pensions qu'il pourrait, la nuit, nous rendre visite dans nos lits. Mais cela ne se produisit pas. Bien que de jour, il grimpa sur tous les meubles, aimant surtout ses journées dans l'espace entre les armoires et le mur. Certains symptômes de raison, voire l'espièglerie, dans son comportement, ne pouvaient passer inaperçus. Par exemple, il ne manquait jamais de paraître à la salle à manger aux heures de repas, où pourtant sa participation était purement platonique. Si d'aventure la porte était fermée tandis qu'il se trouvait dans la pièce voisine, il courait le long de la fente sous la porte et grattait jusqu'à ce qu'on lui ouvre. Plus tard, il apprit à passer les pinces et les pattes antérieures dans l'interstice, et après des efforts assez laborieux, il arrivait à se glisser de l'autre côté. Cela semblait le réjouir. Il s'immobilisait sous la table, on ne percevait plus que les pulsations légères de son abdomen. Nous ne sûmes jamais deviner ce qu'elles signifiaient. Il y avait en elle comme un peu d'ironie, quelque chose d'indécent et de malicieux, qui semblait exprimer en même temps une basse volupté. Notre chien Nemrod l'approchait lentement, indécis, le flairait avec précaution, éternuait et s'éloignait, l'air indifférent, sans avoir réussi à se faire une opinion à son sujet. La dissolution de notre maison s'accélérait. Eugénie dormait des journées entières, son corps mince ondulant au rythme d'une profonde respiration. Nous trouvions souvent dans le potage des bobines de fil, que, en proie à une étrange distraction, elle y jetait avec les légumes. La boutique restait ouverte sans interruption, jour et nuit. La vente-liquidation, rideau à demi baissé, reprenait tous les jours son cours compliqué, au milieu de marchandages. De surcroît, oncle Charles était arrivé. Il paraissait étrangement troublé et silencieux, et déclara avec un soupir qu'après ses dernières tristes expériences, il avait décidé de changer de vie, et de se mettre à l'étude des langues. Plongé dans de vieux relevés de prix, il ne quittait pas la maison, restant enfermé dans la pièce du fond d'où Eugénie, en signe de désapprobation, avait retiré tous les tapis et tentures. À plusieurs reprises, il essaya de marcher méchamment sur l'abdomen de mon père. Nous l'en empêchâmes avec des cris terrifiés. Nullement convaincu, il souriait ironiquement, tandis que père, inconscient du danger, s'arrêtait devant des taches sur le parquet. Agile tant qu'il était sur ses pattes, mon père partageait avec tous les crustacés la particularité de se trouver complètement désemparé une fois tombé sur le dos. Il offrait un spectacle pénible et gênant, quand, étendu à la renverse, il remuait désespérément ses extrémités en tournant autour de son axe. On ne pouvait voir sans gêne le mécanisme de son anatomie, trop évident, trop particulé, presque indécent, offerte au regard et complètement nu sur la face ventrale. À ces moments-là, oncle Charles bondissait, poussé par le désir de l'écraser. Nous nous précipitions à la rescousse, tendant à père un objet quelconque, qu'il saisissait convulsivement avec ses pinces, reprenant d'un coup de rein sa position normale. Après quoi, il s'est lancé dans une course circulaire, en zigzags éclairs, comme s'il cherchait à effacer le souvenir de sa chute. Il m'est difficile de surmonter la réticence que j'éprouve à raconter le fait inconcevable que tout mon être refuse à admettre. Encore aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre que nous en ayons été les auteurs entièrement conscients. Dans cet éclairage, l'événement acquiert les tristes traits d'une étrange fatalité. Car la fatalité n'évite pas notre conscience et notre volonté. Elle les intègre dans son mécanisme, de sorte que nous acceptons comme dans un sommeil léthargique des choses qui, dans des conditions normales, nous feraient frémir. Lorsque, bouleversé par l'horrible action accomplie, je demandais avec désespoir à ma mère « Comment as-tu pu faire cela ? Si au moins c'était Eugénie, mais toi, toi-même » Elle se mettait à pleurer, levait les bras au ciel et ne savait que répondre. Avait-elle pensé que père serait mieux ainsi ? Avait-elle vu là la seule issue à une situation inextricable, ou avait-elle agi poussée par une inconcevable légèreté, par l'insouciance ? Le fat homme trouve 1000 solutions quand il s'agit d'imposer sa volonté. Une éclipse momentanée des esprits, une seconde d'aveuglement ou d'inattention lui suffisent pour faufiler un acte entre le caribe et Scylla de nos décisions. Après, on peut toujours interpréter, expliquer les motifs, chercher les raisons. Le fait accompli reste irréversible, arrêté une fois pour toutes. Nous le comprîmes au moment où l'on apporta mon père sur un plat. Il y était étendu, grand et gonflé par la cuisson, gris pâle et gélatineux. Abattus, nous nous taisions. Seul oncle Charles tendit sa fourchette vers le plat, mais l'arrêta à mi-chemin, perplexe, nous regardant d'un air étonné. Ma mère fit mettre le plat au salon. Il reposa sur une table recouverte d'un dessus de velours, à côté de l'album de photos et d'une boîte à musique qui distribuait des cigarettes. Père y gisait, à l'écart, immobile.
nous l'évitions. Mais là ne se termine pas la pérégrination terrestre de mon père, et cette suite, ce prolongement de l'histoire au-delà de ce qui apparaît comme la limite ultime de l'admissible, est le point le plus douloureux de l'affaire. Pourquoi ne voulait-il pas se décider à abandonner la partie? Pourquoi n'accepta-t-il pas de se reconnaître vaincu, au moment où il avait vraiment toutes les raisons pour cela, où le destin ne pouvait aller plus loin dans l'humiliation qu'il lui infligeait, dont il l'écrasait? Au bout de quelques semaines, Père se solidifia, se consolida. Il sembla revenir à lui. Un matin, nous trouvâmes le plat vide. Seule une patte restait sur le bord, égarée dans un peu de sauce tomate coagulée et de gelée piétinée par sa fuite. Cuit et perdant ses extrémités, il s'était traîné hors du plat avec le restant de ses forces pour continuer son voyage solitaire. Nous ne le revîmes jamais plus. Et c'était la fin de la nouvelle La dernière fuite de mon père. C'était donc également la fin du recueil de nouvelles Le sanatorium au croque-mort de Bruno Schulz. Et donc la fin de ce live. Nous passons à l'outro, chers amis. Outro. Celle-là, elle est particulièrement fantasque. Alors, pour le coup, les deux dernières nouvelles, là, il y a particulièrement du merveilleux, si je peux dire. Particulièrement des éléments fantastiques. C'est vraiment sympa. J'ai vraiment bien aimé, pour le coup. La solitude, très très courte, mais je l'aime beaucoup, pour une raison toute simple. C'est pour le message qu'elle a, notamment dans ses dernières lignes. Encore une fois, on est confronté donc au personnage narrateur retraité, vieux, etc. Et peut-être un petit peu plus désabusé par la vie, et ainsi de suite. Mais en même temps, un petit message, une petite pointe d'espoir, une petite pointe de lumière, entre guillemets, avec ce message sur l'imagination que je trouve très cool. De dire que, grosso modo, ouais, il y a peut-être un truc aussi... sur le mindset, si je peux dire, sur l'état mental, sur le mode dans lequel on se met. J'ai l'impression qu'il y a un petit message là-dessus, quoi. En gros, il est en mode, ouais, je suis désespéré, je suis seul, je suis enfermé, etc., etc., etc. Et à la toute fin, il est en mode, ouais, mais non, parce qu'en fait, si je veux, je décide de me créer une porte par l'imagination et je sors de cette pièce sans porte parce que je me suis créé ma porte moi-même. Et j'ai l'impression qu'il y a un message très cool du coup sur le fait de... comment dire? Sur le fait de prendre conscience que aller bien, ou même pas forcément aller bien, mais décider d'aller dans une certaine direction dans sa vie, ainsi de suite et ainsi de suite, ça se décide aussi, tu peux pas te laisser porter entre guillemets, ça se décide aussi et tu as le pouvoir de dire à n'importe quel moment, bah là ça me correspond pas, ça me va pas. Je redouble d'imagination et d'ingéniosité pour me créer ma solution, pour me créer ma sortie, etc., etc. Donc ça, je trouve ça très cool, la nouvelle la solitude. Et ensuite, la dernière fuite de mon père, on repart comme une nouvelle précédente, d'ailleurs, je ne sais plus laquelle. Putain, c'est bizarre, j'ai l'impression que ma caméra, elle galère à faire le point. Enfin, ces jours-ci, à chaque fois que je live, j'ai l'impression qu'elle fait beaucoup de flou. C'est très bizarre. Peut-être que je me mets pas aussi près qu'avant, je sais pas. Bref. Mais ouais, du coup, la dernière nouvelle, la dernière fuite de mon père, comme dans une autre nouvelle précédente dont je ne me rappelle plus le titre, je ne sais plus c'était dans laquelle. C'était dans les premières, je pense. Ça devait être peut-être même mon père devient sapeur-pompier, je suppose. En tout cas, comme dans une nouvelle précédente, le père subit une transformation. Une transformation, encore une fois, qui n'est pas sans rappeler la transformation dans la grande nouvelle, la métamorphose de Kafka. Et ouais, on peut trouver aussi des points d'accointance. On peut trouver vraiment des points communs à ces deux nouvelles, je trouve. Un classique, la métamorphose, exactement. Et il y a un peu ce truc-là très frappant, très marquant et très triste, je trouve, du coup de l'abandon de son père. Enfin, moi je le vis un peu comme ça, je le vis pas tellement... Alors peut-être que je me trompe encore une fois, hein, mais je le vis pas tellement comme la mort de son père, mais plus comme un abandon.
Lui, il dit la dernière fuite de mon père. Et là où j'ai toujours ressenti de la part des narrateurs de Schultz une sorte d'adoration pour le père et ainsi de suite, une sorte d'adulation aimante et inconditionnelle, bah là j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose de plus pesant, quelque chose de plus lourd, où il y a peut-être un reproche quelque part de dire ah bah tu t'en vas, tu t'as fui, comme il le dit, la dernière fuite de mon père. Et ouais, je trouve que du coup il y a un truc très sur l'émotion qui passe très bien aussi, qui est d'autant plus nourri de tout ce qu'on a lu dans le Sanatorium au Croque-Mort, mais aussi dans l'autre recueil de nouvelles, Les Boutiques de Cannelle, puisque je vous le rappelle, on a déjà lu un recueil de nouvelles de Bruno Schultz qui se nomme Les Boutiques de Cannelle, et qui est disponible à la rediffusion sur ma chaîne YouTube, sous la playlist Et si on lisait Les Boutiques de Cannelle. Et c'est vrai que, d'ailleurs, l'ordre de lecture, ce serait plutôt Les Boutiques de Cannelle et le Sanatorium au Croque-Mort ensuite. Et c'est vrai que, encore une fois, on voit que ça se passe dans le même univers, on voit que tout est lié, et on voit même que les deux recueils de nouvelles se passent dans le même univers, parce que clairement on a la même tonalité, on a la même ambiance, on a le même narrateur, et ça nous est confirmé par tout un tas de détails constamment, notamment le lien au père, etc. etc. Mais par exemple aussi, alors je me rappelle plus, mais on a le chien Nemrod, et il me semble qu'il y a une nouvelle sur son chiot qui arrive à la maison, etc. et qui s'appelle Nemrod dans les boutiques de Cannelle. Donc vraiment le Sanatorium au Croque-Mort, je le vois vraiment comme une suite au final des boutiques de Cannelle. Je pense. Mais ouais, c'est très sympathique. Très sympathique. Bon, moi, clairement, après avoir terminé la lecture complète, je pense que ma nouvelle favorite, c'est le Sanatorium au Croque-Mort, donc la nouvelle éponyme. Je la trouve d'une noirceur, je la trouve horrible et géniale à la fois. Et bah, comme je l'avais décrit lors du live qui lui était dédié, je trouve qu'elle est complète. Il y a de tout dans cette nouvelle. Donc c'est très agréable. Il y a... Enfin ouais, elle est étonnante. Enfin ouais, il y a plein de trucs très cool. Je pense que c'est ma favorite. Suivi de près, je pense, par les deux premières nouvelles. Les nouvelles qui ouvrent le recueil. À savoir le livre et l'époque d'Eugénie que j'avais beaucoup aimé aussi. Et après, sinon, de manière globale, bah, c'est de qualité, hein. Clairement, c'est de très bonne qualité, je trouve. Je ne pense pas qu'on pourra relire du Bruno Schultz un jour, les amis, puisque moi, en fait, c'était une envie personnelle aussi de découvrir Bruno Schultz, parce qu'on m'en avait dit du bien dans mes études, mais j'avais jamais eu l'occasion de le lire. Et maintenant qu'on a lu Les Boutiques de Cannelle et le Sanatorium au Croque-Mort ensemble, eh bien, je crois qu'il ne nous reste absolument aucune œuvre à découvrir de cet auteur. Je crois qu'après, il a juste fait des correspondances rapidement, un truc comme ça. Correspondances et ses critiques. Le livre Idolâtre, qui est un album illustré apparemment. Donc ouais, il y a des petits essais, des petites correspondances, mais c'est pas... voilà, il y a pas grand-chose de plus. Donc je pense que c'était la dernière fois qu'on découvrait Bruno Schultz ensemble. Ça a été une très bonne découverte pour ma part. Je suis très heureux d'avoir redoublé sur cet auteur. Et puis, bah, ça marque du coup la fin de ce live et la fin de cette saison de live de lecture, puisque il ne nous reste plus que 2 lives pour terminer l'année. Un live dimanche à 20h30, mon premier live de jeu de rôle, on va croiser les doigts pour que ça se passe bien, mon jeu de rôle Terres Hostiles, qui bah, du coup, voilà, ça sera un peu une séance introductive aussi, voilà, je vais essayer de vous expliquer un peu l'univers, tout ça, peut-être le système de jeu, tout ça, mais sans trop entrer dans le détail, parce que j'ai envie que vous découvriez un maximum de choses directement dans le jeu, je trouve ça plus intéressant, et donc on aura, enfin je ne serai pas seul, bien entendu, puisque je serai maître du jeu, et que j'aurai des joueurs qui ne sont nul autre que Jumpy, Mirani, et le Jérôme légendaire. Sinon, lundi à 21h, là ça sera vraiment le dernier live de l'année. Et ça sera un live de mini-concert acoustique guitare-chant sur 10 chansons pop-punk, punk-rock, pop-rock, etc., etc. Et donc ça sera lundi 21 à 21h.
Encore une fois, si vous venez à ces lives, je vous en remercie grandement, mais soyez indulgents parce que voilà, c'est des grandes premières, donc j'essaie de tout préparer pour que ce soit au maximum qualitatif, mais c'est vrai qu'en même temps, je me chie dessus que ce soit pas au niveau, entre guillemets. Donc ouais, j'essaie de préparer tout ça et je stresse beaucoup. Je vais essayer de faire de mon mieux pour qu'on passe de superbes lives ensemble, les amis, pour terminer la saison comme il se doit. Et puis bah, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. La partie de JDR, c'est dimanche à 20h30, Zickel. Et du coup, oui, c'était bien... je crois que c'est la nuit de juillet, l'écoute aux portes, du coup, que t'as bien aimé. Ouais, c'est ça. Le titre de la nouvelle, c'est la nuit de juillet. Écoutez, je pense qu'on va y aller, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Je sais jamais trop quoi dire. En fait, j'ai remarqué un truc à la con, hein. Mais j'ai remarqué que ces derniers temps, sur tous les derniers lives, j'étais un petit peu emotional. J'étais un petit peu en mode ah, c'est la fin de l'année. Ah, on va plus se voir pendant longtemps. Ah, il y a un petit pas de tristesse, mais ouais, voilà. C'est bizarre, c'est bizarre. Mais bon, bref, on a encore 2 lives dont on va profiter à fond les ballons, qu'on va kiffer sa mère. Et puis, je vais vous souhaiter encore à tous, pour ceux que je ne reverrai pas, de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, peu importe ce que vous fêtez ou ne fêtez pas. Je vous souhaite une bonne période de fin d'année. Et puis, je vous fais de gros bisous. Et puis, on se retrouve dimanche et lundi pour ceux qui le veulent. Et sinon, ça sera en janvier avec Don Quichotte en ce qui concerne les lectures. Voili, voilou. Putain, j'ai vraiment un problème de caméra ce soir, c'est un truc de fou. Ça m'embête, ça m'embête. C'est peut-être mon vêtement, faudrait peut-être pas que je mette ce vêtement lors du live de jeu de rôle s'il fait bugger ma caméra, parce que c'est peut-être la couleur de mon vêtement. Enfin, bref. Bref, moi je vais me plonger dans les préparations de ces 2 lives exceptionnels, encore un peu plus dès demain. Et puis merci à tous ceux qui sont passés, merci Zickel, merci l'écoute aux portes, merci Dimal, merci Nwitzer, ça m'a fait plaisir de vous accueillir. Merci encore Zickel pour ton resub de 16e mois, c'est incroyable, je n'en reviens pas. Et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine partie de gaming, une prochaine découverte, une prochaine partie de JDR ou un prochain mini-concert. À l'année prochaine, bye bye.